Bon, un peu de cybersécurité pour les développeurs juniors ou les étudiants qui ne prêtent pas forcément attention à la cybersécurité, j'ai envie de dire que c'est normal. Mais voilà, par les temps qui courent, je pense qu'il est primordial, même pour des développeurs, d'avoir des bases et des notions en cybersécurité. Cela permettra aux ingénieurs en cybersécurité de moins vous enquiquiner, si je puis dire ça comme ça. Mais surtout, et le plus important, c'est d'éviter à vos applications d'être exposées à d'éventuelles menaces et de mettre en danger les utilisateurs et leurs données. Sans plus tarder, on va commencer. Pour pouvoir illustrer un peu tout ça, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT de me donner un formulaire tout simple codé en JavaScript et en Node.js. Alors, ChatGPT nous a fourni la structure du projet, donc avec le back-end et le front-end. Donc, dans le back-end, on a un index.js, on a une base de données. Dans le front-end, on a un index.html, on a un script.js. Bon, c'est clairement du vibe coding. L'enjeu là n'est pas forcément de pouvoir coder. L'enjeu là est plutôt d'appliquer les concepts de cybersécurité. Donc, on a un formulaire où on peut s'enregistrer, se connecter et accéder au panneau de l'admin. Cela étant fait, nous allons maintenant passer aux différentes erreurs que la plupart des développeurs juniors font. L'erreur numéro 1 que font les développeurs juniors, c'est de faire confiance à leur front-end plutôt qu'à leur back-end. Les développeurs juniors font beaucoup trop confiance au front-end plutôt qu'au back-end pour pouvoir valider leurs données. Et ça, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le front-end est majoritairement contrôlé par l'utilisateur. Et si il s'avère que l'utilisateur est un acteur malveillant, eh bien, il pourra faire absolument ce qu'il voudra si vous vous fiez uniquement à votre front-end plutôt qu'à votre back-end. Parce qu'un hacker ou même un utilisateur un peu trop curieux peut modifier le HTML dans l'inspecteur, envoyer des requêtes directes et contourner le formulaire. Donc si tu valides uniquement côté front-end, tu ouvres ta base à de potentielles menaces. On va le voir tout de suite. On va lancer notre serveur. Ensuite, on va venir s'enregistrer en mettant, je sais pas, par exemple, allez, Messi. Mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'âge, on va mettre, je sais pas, 14 ans. Et clairement, là, il y a une validation des entrées. On nous fait comprendre que l'âge doit être supérieur ou égal à 18. Donc, dans le front-end, au niveau de la validation des entrées, ça a l'air d'être assez surveillé. Donc là, du coup, on va mettre 18 pour correspondre à la règle. Et là, je fais enregistrer. Et là, on peut voir que l'utilisateur a été enregistré. Donc maintenant, si nous allons voir dans la base de données, hop, db.json, on peut effectivement voir que nous avons l'utilisateur Messi que nous avons entré, un mot de passe haché et un rôle d'utilisateur. Notre utilisateur Messi a bien été intégré dans la base de données. Tout a l'air de fonctionner. Ok, comme vous pouvez le voir, nous avons une validation dans le back-end. Donc, si l'âge est inférieur à 18, hop, on retourne, invalide état. Okay. Et donc, pareil dans le HTML, input, name, age, number, minimum 18. On a une règle dans le front-end, mais également une règle dans le back-end. Maintenant, pour illustrer l'erreur, je vais aller dans mon back-end, index.js. Donc, je vais décommenter cette ligne. Je vais enregistrer. Je vais lancer le serveur. Alors, maintenant, si on retente, LeBron James, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'âge, on va dire 16 ans. Ok, on s'enregistre et là on a une erreur. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 18. C'est normal. Ok, donc maintenant, si je mets 18, en théorie, ça devrait marcher. Ok, ça marche. Maintenant, je vais jouer le rôle de l'attaquant. D'accord, je viens sur ce formulaire et je m'appelle Carmelo Anthony. Le mot de passe, je veux dire 1, 2. Et j'arrive, je tape âge 15. Je m'enregistre. C'est pas possible. Eh ben, je décide, hop, d'utiliser les DevTools, inspecter l'élément, je rentre dans le code source, accéder à admin, d'accord, je lis, et j'avance, rien d'intéressant, je continue, register form, je vois ici l'âge minimum 18, et ben, tout ce que je peux décider de faire, c'est tout simplement changer cet âge, et je mets l'âge minimum à 0. Je ferme les DevTools, et maintenant, je peux mettre l'âge que je veux, 15 ans, je m'enregistre, et ça marche. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons facilement corrompre l'intégrité de vos applications. Et cela s'est produit par le simple fait qu'on a fait confiance à la validation du front-end et non au back-end. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. Le back-end est primordial. Vous devez faire plus confiance au back-end plutôt qu'au front-end. Le front-end est à destination des utilisateurs. Et si nous avons en face un utilisateur qui est malveillant, eh bien, vous imaginez bien ce qui peut se passer. Donc là, la bonne méthode, c'est effectivement de mettre un contrôle dans le front-end, mais également et surtout dans le back-end. Donc, on revient au niveau du back-end et je décommente la ligne, hop, et normalement tout fonctionne. Ensuite, l'erreur numéro 2 que font les débutants en dev, c'est stocker les mots de passe en clair. Encore une fois, ces erreurs peuvent vous sembler triviales, mais je vous assure qu'il y a encore des gens qui font ces erreurs-là. Il y a encore des sites qui justement stockent les mots de passe en clair et non des mots de passe hachés. Si une personne vole les bases de données et que les mots de passe que contiennent cette base de données sont en clair, eh bien vous imaginez à quel point cela peut poser problème. L'attaquant aura accès à tous les mots de passe, à tous les identifiants de vos utilisateurs.
Et effectivement, ce n'est pas un comportement qui est souhaitable. Du moins, je l'espère. Et en plus de cela, c'est d'autant plus dangereux parce que les utilisateurs ont tendance à réutiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs sites. Donc vous imaginez bien que si un attaquant a accès à un mot de passe d'un utilisateur, il peut potentiellement le réutiliser ailleurs, ce qui peut entraîner un effet boule de neige. Et c'est d'ailleurs même pour cette raison que c'est interdit par les différentes normes de sécurité, comme la RGPD par exemple. Pour illustrer tout cela, je vais ouvrir l'index.js. Alors nous allons rechercher dans le code l'endroit où on hache le mot de passe. Oui, c'est plutôt ici. Donc là, je vais mettre password, point virgule, hop, hop, voilà. Maintenant, nous allons relancer le serveur. Nous allons rentrer Toto, password 3, 4, 5, 20. Et voilà, on est enregistré. Et maintenant, si on regarde notre base de données, voilà, notre mot de passe est en clair, contrairement aux autres mots de passe qui étaient pour le coup hachés. Ok, donc ça c'est une très mauvaise pratique, c'est surtout à éviter à tout prix. Ne pas hacher les mots de passe est une pratique dangereuse et très peu recommandée, ça c'est une chose, mais l'autre chose qui est également peu recommandée, c'est de hacher. Alors lorsque je dis hacher, effectivement ça sonne peut-être un peu trop technique, mais hacher un mot de passe, c'est tout simplement le cacher, ok, c'est juste le rendre inintelligible et incompréhensible pour la plupart des personnes, ou du moins pour les utilisateurs. Alors l'une des choses qui est également peu recommandée, voire même pas recommandé du tout, c'est de pouvoir hacher vos mots de passe avec des algorithmes de hachage qui sont obsolètes tels que MD5. Je vais vous montrer un exemple. Juste ici, nous avons un bouton Register Insecure dans lequel nous allons tout simplement essayer de nous enregistrer, mais cette fois-ci en essayant d'hacher le mot de passe de l'utilisateur avec MD5, un algorithme de hachage qui est devenu obsolète. Alors si je vais dans index.js, voilà, c'est ici. User.push, bon là clairement on le voit, hein. Donc là on essaye justement de hacher le mot de passe que nous avons rentré avec MD5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nouvel utilisateur, Federer, mot de passe Azerty, l'âge 39 ans, Register Insecure, Federer, le mot de passe Azerty, user register insecure, hop, c'est pas très grave. Tout de suite, nous pouvons remarquer que la longueur de ce mot de passe est drastiquement différent de ce mot de passe là, par exemple. Et en plus de cela, il a l'air moins bien complexe que les deux derniers. Si en plus d'avoir accès à votre base de données, nous avons accès à des mots de passe aussi simples, alors l'attaquant pourrait le craquer de manière très simple en copiant le mot de passe, en allant sur internet et en tapant crackstation par exemple, ok, en collant, hop, crack hash, voilà. Et là, votre mot de passe a été craqué en même pas une seconde. La troisième erreur, et là, je pense qu'elle est vraiment très triviale, mais c'est juste de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublon d'utilisateur, d'accord? Il y a beaucoup de débutants, lorsqu'ils codent, ils oublient de savoir s'il existe déjà un compte avec le même identifiant ou le même email. Ça, c'est une grave erreur parce que dans certaines bases de données, cela permet d'écraser le compte d'un autre utilisateur. Mis à part ça, cela crée des conflits lors des différentes connexions, ok? Comment savoir quel utilisateur est le bon? Bref, cela casse tout simplement la logique de vos applications. Donc la bonne pratique à mettre dans vos codes, c'est de toujours vérifier qu'un identifiant n'est pas déjà utilisé. Alors je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue et trop technique non plus, mais voilà, je vais vous donner comme ça la volée de 3 mentalités et réflexions à avoir lorsque vous développez et que vous voulez intégrer un peu de cybersécurité. Je pense qu'en tant qu'apprenti développeur, vous devez avoir des bases en crypto, d'accord? Savoir à peu près quels sont les cryptos les plus utilisés et effectivement les algorithmes de hachage les plus en vogue et prendre conscience qu'il y en a qui sont devenus obsolètes. Comprendre pourquoi est-ce qu'on ne stocke jamais les mots de passe en clair. Tout ça, c'est pas pour devenir un expert en cybersécurité, non, mais c'est pour apprendre à ne pas coder à l'aveugle. Deuxième réflexe à avoir, si vous voulez apporter de la cybersécurité dans vos pratiques de codage, vous devez lire les CVE. Les CVE, c'est quoi? Le CVE, c'est juste un nom pour pouvoir identifier la vulnérabilité d'un package, d'une librairie ou d'une application. Ok? Donc, il y a un site qui répertorie tous les CVE, donc toutes les vulnérabilités qui ont été découvertes dans les différentes frameworks, librairies et j'en passe. Donc, lisez vos CVE avant de pouvoir utiliser telle ou telle librairie, framework ou package. Ok, c'est important. Pour cela, vous devez vous rendre sur snyk.io ou cve.mitre. Et enfin, vous devez vous méfier de votre propre code. Lorsqu'on est développeur, on a tendance à penser que tout est logique. Or, un hacker ne joue pas avec la logique. Il joue avec des failles, avec vos oublis et avec des cas extrêmes. Donc, méfie-toi de ton propre code. Et enfin, je dirais que la cybersécurité, c'est un peu
Ben, c'est un peu de l'empathie. Ok, la sécurité, c'est un peu de l'empathie. Pourquoi? Parce qu'un développeur qui sécurise, c'est un développeur qui protège ses utilisateurs. Éviter que ces informations personnelles se retrouvent sur Internet ou se retrouvent dans les mains d'une quelconque organisation. Justement, c'est un peu de l'empathie. On évite de causer du tort à nos utilisateurs à cause de notre application. Ok, donc c'est dans ce sens-là que je dirais que la sécurité, c'est un peu de l'empathie quand même. Donc coder, c'est cool, mais coder en protégeant et en sécurisant, c'est encore mieux. Si tu veux être un bon dev, sois curieux, et si tu veux être un excellent dev, sois responsable.